Et si le Sahara reverdisait en une seule génération? Les dunes reculeraient d'abord, puis le monde entier vacillerait. Et le plus troublant arriverait loin du désert. Aujourd'hui, on suit cette bascule, minute par minute. Pas un miracle soudain, mais une chaîne de conséquences. Pluie, herbe, rivière, ville, vent, puis une surprise planétaire. Car un Sahara vert ne resterait jamais local. Le décor semble simple. Plus d'eau, plus de plantes, donc plus de vie. Mais ce désert commande déjà des équilibres invisibles. Changer sa couleur changerait aussi sa puissance. C'est là que tout devient étrange. Le Sahara couvre une surface immense. À cette échelle, ce n'est pas un paysage. C'est presque une machine climatique entière. Et si cette machine redémarrait autrement? Les archives naturelles montrent déjà un précédent. Il y a des milliers d'années, le Sahara fut plus humide. On y trouvait des lacs, des prairies, des animaux. Des traces humaines apparaissent là où règne le sable. Le vert n'est donc pas impossible. Mais attention au piège. Un désert ne reverdit pas comme un jardin. Il faut casser plusieurs verrous en même temps. Pluie, sol, graines, vent, nuages, rivière, tout se tient. Le premier changement serait presque invisible. Les premières minutes commenceraient dans l'air, pas au sol. Plus d'humidité monterait depuis l'Atlantique et le tropique. Des nuages avanceraient plus loin à l'intérieur des terres. La lumière changerait avant même la végétation. Un ciel plus laiteux, moins brutal, plus instable. Puis viendrait l'odeur. La terre sèche absorberait les premières pluies comme une éponge. Une partie disparaîtrait aussitôt dans le sous-sol. L'autre filerait en ruissellement soudain. Et les plaines basses deviendraient dangereuses. Car un Sahara sec rejette souvent l'eau. Le sol durci laisse glisser l'averse. Donc les premiers jours apporteraient des crues éclairs. Des chenaux anciens se réveilleraient sans prévenir. Des routes deviendraient brièvement des rivières. Le désert paraîtrait vivant, mais encore hostile. L'eau serait là, pourtant mal répartie. Certains endroits verdiraient par taches. D'autres se noieraient, puis ressécheraient aussitôt. Le vrai basculement demanderait plus que la pluie. Après les premières averses, la bataille passerait au sol. Le sable seul nourrit mal les racines durables. Il faut de la matière organique, des microbes, des cycles. Sans eux, la verdure reste fragile, presque cosmétique. Le désert peut verdir, puis mourir une saison plus tard. Les premières gagnantes seraient les plantes opportunistes. Herbes rapides, arbustes résistants, acacias dans les bonnes zones. Leur mission serait simple: couvrir vite, retenir l'humidité, casser le vent. Créer un sol là où il n'existe presque plus. Cette étape changerait déjà les images satellites. Le jaune se fragmenterait. Des veines sombres suivraient les dépressions et les anciens lits. Et cette baisse compte énormément. Un sol moins brûlant évapore autrement. Le cercle peut alors s'inverser. Aujourd'hui, la chaleur extrême repousse souvent les nuages. Avec plus de plantes, l'air près du sol se transforme. L'évaporation alimente l'humidité locale. L'humidité favorise de nouvelles pluies. Le désert commence alors à céder lui-même. C'est le moment le plus fascinant. Le Sahara ne serait plus seulement arrosé. Il participerait à fabriquer sa propre météo. Pas partout, pas d'un coup, pas uniformément. Mais assez pour déplacer la frontière du possible. Et cette frontière toucherait des millions d'habitants. Pour beaucoup, la première promesse serait l'eau. Puits moins profond, pâturage plus stable, culture nouvelle. Des régions entières gagneraient quelques semaines de saison utile. Parfois, quelques semaines changent un destin agricole. Mais l'abondance apparente cacherait un piège. Quand l'eau revient, les humains reviennent aussi. Villages, routes, forages, clôtures, troupeaux, champs. La pression monterait presque aussi vite que l'herbe. Si la gestion échoue, le ver s'épuise rapidement. Le désert pourrait alors revenir, plus brutal. Car reverdir ne signifie pas sécuriser. Un couvert végétal jeune brûle, casse, recule facilement.
Une série de saisons faibles peut ruiner des décennies. Les troupeaux trop nombreux arrachent les racines naissantes. Le bois coupé trop vite ouvre le sol au vent. La renaissance resterait donc fragile. Pourtant, même fragile, elle changerait déjà les déplacements. Certaines routes commerciales remonteraient. Des villes carrefours reprendraient un rôle oublié. Des zones aujourd'hui marginales deviendraient stratégiques. Le centre du continent respirerait autrement. Et la carte économique commencerait à bouger. Le changement suivant toucherait quelque chose d'invisible, la poussière. Aujourd'hui, le Sahara envoie d'immenses panaches dans l'atmosphère. Cette poussière traverse des mers et des continents. Elle colore les ciels, nourrit des océans, fertilise des forêts. Un Sahara vert en produirait moins. Voilà le retournement inattendu. Moins de désert semble forcément positif. Mais moins de poussière veut aussi dire moins d'apport ailleurs. Ces particules transportent des minéraux précieux, parmi eux du phosphore. Sans cet apport, certains écosystèmes lointains changeraient eux aussi. Le Sahara nourrit déjà des terres qui ne touchent jamais. Imagine la scène. Le désert reverdit en Afrique du Nord, et des effets apparaissent au-dessus de l'Atlantique, puis jusque dans la forêt tropicale sud-américaine. Une région devient plus verte, une autre perd une partie de son supplément minéral. La planète échange en silence. La mer sentirait aussi la différence. Moins de poussière dans l'air modifie parfois la lumière. Moins de dépôts sur l'océan change certains équilibres chimiques. Les blooms de plancton pourraient se déplacer. La chaîne alimentaire marine suivrait localement. Poissons, oiseaux, pêcheries, tout peut réagir. Rien n'exploserait du jour au lendemain. C'est plus subtil, donc plus puissant. Un grand désert agit comme un interrupteur graduel. Tu bouges un réglage au nord de l'Afrique. Et plusieurs systèmes répondent à distance. C'est là que le scénario devient mondial. Regardons maintenant les vents. Le Sahara chauffe fortement l'air en surface. Cette chaleur aide à organiser des circulations régionales. Si le sol devient plus sombre et plus humide, tout change. Les contrastes thermiques bougent. Et les pluies voisines peuvent se déplacer. Le Sahel pourrait recevoir autrement sa saison humide. Certaines bandes gagneraient en régularité. D'autres subiraient des décalages surprenants. Un peu plus au nord ici. Un peu moins au sud là. La carte des pluies n'obéit jamais en ligne droite. La Méditerranée pourrait aussi sentir cette bascule. Pas comme un coup de théâtre, plutôt comme une longue redistribution d'énergie. Température, poussière, nuages, circulation de l'air. Des étés pourraient changer de texture. Le ciel du sud de l'Europe aussi. C'est un détail technique, mais immense visuellement. Moins de brumes désertiques certains jours. Des couchers de soleil différents. Une lumière plus nette sur certaines côtes. Le genre de changement qu'on remarque sans comprendre pourquoi. Et pourtant, la source serait lointaine. Puis arrive la question des rivières perdues. Sous le Sahara, il existe des reliefs fossiles, anciens vallons, anciens bassins, anciens réseaux d'écoulement. Si les pluies reviennent assez longtemps, certains se réactivent. Pas comme avant, mais assez pour redessiner des trajectoires. Des lacs temporaires grossiraient dans des cuvettes oubliées. Les oiseaux migrateurs les repéreraient très vite. Les insectes suivraient. Puis les amphibiens, là où l'eau tient. Ensuite les prédateurs et les pasteurs. Une mosaïque de vie apparaîtrait. Le plus étonnant serait la vitesse biologique. Les graines attendent parfois des conditions très rares. Des œufs résistants survivent dans des sols desséchés. Des microbes dormants repartent avec l'humidité. Le désert n'est pas vide. Il est souvent en pause. Donc les premiers mois offriraient un spectacle discontinu. Une vallée verte ici, 300 km plus loin, encore du silence minéral. Puis soudain, un ruban d'arbustes. Puis une plaine d'herbe après une seule bonne saison. Le Sahara ne reverdirait pas uniformément. Cette irrégularité créerait un autre risque. Des populations et des investissements suivraient des zones prometteuses, mais certaines ne tiendraient pas dans le temps. On construirait parfois trop tôt, on pomperait parfois trop vite, et l'eau souterraine ne pardonne pas les erreurs.
Le vert pourrait masquer un épuisement. Il faut parler des nappes fossiles. Sous certaines régions sahariennes, l'eau est immense, mais souvent très ancienne. Si la pluie revient, la recharge aide, mais elle ne remplit pas tout instantanément. Un désert vert en surface peut rester fragile dessous. C'est la grande contradiction. Les gouvernements verraient une opportunité historique. Agriculture, énergie, transport, reboisement, nouvelles villes. Mais chaque succès attirerait une pression supplémentaire. Plus de routes fragmentent les habitats. Plus d'irrigation salinise les sols mal drainés. Plus de rendement peut produire moins demain. Voilà le cœur du mystère. Reverdir le Sahara ne serait pas seulement planter des arbres. C'est modifier un système entier. Si on force les espèces au mauvais endroit, elles échouent. Si on oublie l'eau souterraine, tout vacille. Si on ignore les pasteurs, les conflits montent. Le vert a aussi ses propres limites. Et pourtant, les gains possibles restent immenses. Réduction locale de chaleur extrême, meilleure rétention des sols, moins d'érosion éolienne dans certaines zones, nouvelles ceintures agricoles adaptées, et peut-être une respiration sociale différente. Imagine maintenant les premières décennies réussies. Des corridors verts relieraient oasis, vallées et plateaux. Des troupeaux suivraient des pistes plus longues. Des villes aujourd'hui bordières deviendraient centrales. Les cartes scolaires vieilliraient très vite. Le désert reculerait, mais pas comme une marée simple. Il laisserait derrière lui des archipels de transition. Ni désert total, ni savane stable. Des paysages hybrides. Poussière au matin, herbe après l'orage, puis croûte sèche. Le Sahara vert serait mouvant, presque respirant. Et puis vient la surprise climatique finale. Un désert clair renvoie beaucoup de lumière solaire. Une surface plus sombre en renvoie moins. Donc un Sahara plus vert absorberait davantage d'énergie. Localement, cela favorise certains cycles humides. Globalement, l'équilibre devient plus complexe. Le remède parfait n'existe pas. Autrement dit, plus de végétation ne signifie pas automatiquement refroidissement simple. Certains effets aident, d'autres compensent. Le carbone stocké compte, mais l'albédo compte aussi. Les nuages comptent encore plus que prévu. La planète additionne tout, pas seulement le vert. C'est pour cela que le scénario fascine les climatologues. Il mélange espoir, rétroaction et contradiction. Une meilleure pluie peut créer plus de verdure. Plus de verdure peut attirer plus de pluie. Mais trop d'usage humain peut casser cette boucle. Et les effets lointains compliquent encore le tableau. Si cela commençait demain, les premières images seraient trompeuses. On filmerait des flaques, des herbes, des troupeaux heureux. Puis on oublierait les poussières manquantes au-dessus de l'Atlantique. On oublierait les sols salés sous